Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans cette matinale du mardi 7 janvier. J'espère que vous allez bien. Bon appétit à vous si vous prenez actuellement votre petit déjeuner. Bon courage si vous vous apprêtez à prendre la route pour aller au travail ou pour aller à l'école aussi pour certaines et certains. On salue également Antoine ce matin, notre réalisateur préféré qui nous accompagne bien sûr dans la régie. Et voici le numéro de téléphone à ne pas oublier si vous souhaitez réagir à l'actualité du jour. Vous pouvez nous envoyer un petit message sur le WhatsApp officiel de la matinale de TV Vendée. Nous avons reçu il y a quelques instants notre invitée du jour, Christine Créance, présidente de l'association SOS Femmes Vendée. Nous sommes revenus avec elle sur la thématique des violences faites aux femmes, interview que vous retrouvez désormais sur tvvendée.fr. On passe maintenant au titre de l'actualité de ce mardi 7 janvier. Nous ferons ce matin le bilan de l'année 2024, mais d'un point de vue météo, une année marquée notamment par une pluviométrie exceptionnelle dans le département, avec des records de précipitations et un soleil peu présent. Et on ne peut pas dire que 2025 commence pour l'instant sous de meilleurs auspices. La semaine prochaine, les premiers skippers du Vendée Globe seront déjà de retour au Sable d'Olonne, où le village arrivé est en cours de montage. Il ouvrira ses portes au public le 16 janvier. Un public impatient d'accueillir les concurrents de l'Everest des mers. Nous ferons également le point, comme tous les jours, sur l'actualité de la course et sur le classement. Pour finir, nous prendrons la direction de Saint-Hilaire de Rayé qui accueillait le week-end dernier la première édition du festival Wizard Furusato, un festival dédié à la culture populaire japonaise. Près de 1000 personnes s'y sont rendues. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur votre météo de ce mardi, avec pour ce matin des averses localisées sur l'ensemble du département. Il fait un petit peu frais, 4 degrés dans les terres, 7 degrés sur le littoral. Pour l'après-midi, les pluies vont s'intensifier. Personne n'y échappera malheureusement. Les températures seront un peu plus douces avec 8 degrés dans les terres et 9 degrés sur les côtes vendéennes. On fait un petit point comme tous les matins sur vos marées pour ce mardi 7 janvier, avec une basse mer à 3h45 et 16h15, pleine mer à 10h20 et 23h, coefficient de 61 à 58. Le passage du Gois lui sera au plus bas à 16h45. Le petit tour du côté de vos marchés du jour également, avec pour aujourd'hui celui de Châlons, c'est de 8h30 à midi, place de la mairie. Le marché également des Lucs sur Boulogne de 8h30 à 13h, place du Sénéchal. Et puis également le marché de Talmont-Saint-Hilaire de 9h à 13h sur la place du Perret. On fait un petit point maintenant sur vos conditions de circulation ce mardi matin, avec les traditionnels ralentissements et bouchons actuellement aux entrées des principales agglomérations vendéennes, notamment du côté de la Roche-sur-Yon, et puis quelques travaux à vous indiquer, notamment sur la départementale 2 entre Le Poiret-sur-Vie et Palliot. La route est totalement fermée jusqu'en avril prochain en raison de la reconstruction d'un pont. Il y a bien sûr plusieurs déviations actuellement en place. Travaux également sur la départementale 160 à l'entrée des Sables d'Olonne, avec la circulation qui est réduite sur une seule voie dans les deux sens en raison des travaux de construction de la future Arena, la future grande salle de spectacle et de sport des Sables d'Olonne. Et puis dernière zone de travaux sur la départementale 137 à hauteur l'axe entre Chantonnay et Saint-Hermine à hauteur de Féol, avec une circulation alternée. Et en ce 7 janvier, nous fêtons les Raymond, mais aussi les Cédric et les Virginie. Bonne fête donc à toutes et à tous. Et puis un petit dicton pour démarrer cette journée. On dit que s'il gèle à la Saint-Raymond, l'hiver est encore long. À voir donc ce matin s'il gèle au niveau par exemple de vos voitures. Allez, on passe maintenant à l'actualité de ce mardi 7 janvier. Voici le journal. Et avant de se tourner complètement vers 2025, nous vous proposons de revenir sur l'année 2024, mais d'un point de vue météo. Quel temps a-t-il fait en Vendée et quelles ont été les particularités météorologiques de 2024 dans le département? Grégoire de Châtillon nous dresse le bilan d'une année pluvieuse durant laquelle le soleil a eu bien du mal à se montrer. Sans surprise, l'année 2024 aura été une année bien arrosée. Un cumul important de précipitations qui avait, rappelez-vous, démarré en octobre 2023. 1000 mm, c'est la quantité moyenne de pluie tombée dans le département. On a compté 138 jours pluvieux, c'est-à-dire 16 jours de pluie supplémentaires, soit un excédent de 20% pour l'ensemble du territoire. Oui, alors on a différents mois qui ont été particulièrement pluvieux, le mois de février, mai, septembre et octobre,
avec plus de 130 mm, et notamment le mois de mai où on a un cumul qui est plus du double de la normale. Côté température, l'année 2024 se situe légèrement au-dessus de la normale en Vendée avec une hausse de 0,7%, une hausse des températures que l'on doit davantage aux températures minimales qu'aux maximales. Côté soleil, l'année 2024 restera dans les annales pour être une année avec peu d'ensoleillement. Effectivement, il faut remonter à 2002 pour trouver une année aussi peu ensoleillée. Une année avec, par exemple, à La Roche-sur-Yon, 146 heures de soleil en moins. La Vendée aura également vécu des événements marquants avec son lot de tempêtes, de dépressions, d'inondations. Noirmoutier aura par exemple connu un record absolu de cumul de pluie pour sa station avec 100 mm tombés en moins de 24 heures. En résumé, 2024, une année avec une météo agitée en Vendée, de la douceur, beaucoup de pluie et peu de soleil, mais tant qu'il est dans nos cœurs, c'est plutôt bon signe pour démarrer cette nouvelle année. 2 nouvelles communes ont fait leur apparition en Vendée. Elles sont le résultat de fusions ou de regroupements de communes déjà existantes. D'un côté, la nouvelle commune de Saint-Jean-d'Hermine, issue du regroupement entre Saint-Hermine et Saint-Jean-de-Beugnier. Et de l'autre côté, la commune de Cugand, la Bernardière, issue de la fusion tout simplement entre la commune de Cugand et celle de la Bernardière. Les maires et leurs adjoints de ces 2 nouvelles communes seront élus aujourd'hui, puisque c'est ce soir que se tiendront les premiers conseils municipaux. Nous y reviendrons plus largement demain. Ils sont 9 jeunes sapeurs-pompiers volontaires vendéens à avoir signé leur engagement pour rejoindre la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, une unité d'élite dépendant de l'armée de terre. Il s'agit d'un engagement d'1 an pour l'instant pour rejoindre les 8600 militaires qui composent déjà cette brigade. Avant de partir, ils ont participé à une cérémonie à l'hôtel du département et parmi eux se trouve notamment Gwendoline, une jeune vendéenne. Alors c'est important parce que pour les pompiers de Paris, 9 candidats qui s'engagent le même mois, c'est quelque chose d'important. Donc c'est une belle arrivée pour les pompiers de Paris. Et c'est important pour eux parce que c'est l'engagement pour les pompiers de Paris, mais aussi pour l'armée de terre et pour la France. Ils ont un parcours de recrutement qui dure environ 6 mois, avec plusieurs tests. Donc il y a des entretiens avec les conseillers en recrutement. Ensuite, ils sont allés faire des tests à Rennes pour voir s'ils étaient aptes à rentrer dans l'armée de terre. Et ensuite, un agrément technique à Paris, voir s'ils étaient aptes à rentrer dans la brigade des pompiers de Paris. Et après ça, donc, il y a une sélection qui est faite parmi tous les jeunes. Seuls quelques candidats sont retenus. Donc, ce qu'il faut être, c'est déterminé, ça c'est sûr, déterminé. Altruisme, l'altruisme c'est très important, notamment chez les pompiers de Paris. Et avoir une force de caractère pour pouvoir faire ce métier au quotidien. Le sport, c'est impondérable, c'est une qualité qu'on doit tous avoir, qu'ils doivent tous avoir, notamment pour un corps d'élite, ce qui est important. Alors moi, ça a toujours été inné, j'ai toujours aimé apporter mon aide à la population. Donc pendant mes études, j'ai effectué un bac pro métier de la sécurité où j'ai effectué donc une filière sécurité incendie où là j'ai eu toute ma formation sur le sapeur-pompier volontaire et depuis 4 ans maintenant je suis pompier volontaire donc ça m'a confirmé dans l'idée de devenir pompier de Paris. Les qualités demandées, je dirais que ce sont le courage, le dévouement, le dépassement de soi aussi et la cohésion. On est peu de femmes donc on a l'habitude de travailler vraisemblablement qu'avec des hommes donc c'est pas quelque chose qui me choque ou qui me fait peur, au contraire, ça me motive encore plus. Les 2 premiers concurrents du Vendée Globe, Charlie Dalin et Johan Richomme, devraient arriver au Sables d'Olonne le 14 ou le 15 janvier. La semaine prochaine, donc, et sur la place du Vendée Globe, le village arrivé est en plein montage. Le public pourra y retrouver un espace muséographie. Il ouvrira ses portes la semaine prochaine jusqu'au 2 février et sera accessible gratuitement, sans réservation. Sur leur remblai, les Sablaises et les Sablais se préparent à accueillir les skippers, admiratifs de leur parcours. Si je travaille pas, oui. Ça va dépendre, voilà. Ça va dépendre de ça. Mais j'espère pouvoir venir au moins en voir 2 ou 3 quand même, sur la totalité, quand même. On est là, de toute façon, nous on habite les Sables, mais on va aller sur le quai pour essayer de les voir, parce que effectivement, je suppose qu'il y aura beaucoup de monde. On était en train d'en parler, se demander à quel moment ils allaient arriver. Bon, ça dépend des jours de la semaine, il y aura plus ou moins de monde, quoi. Donc nous, on espère un jour de la semaine, comme ça, il y aura moins de monde.
Et nous ferons le point dans quelques minutes sur les dernières actualités de la course et le classement avec le journal du Vendée Globe préparé par Alexandre Lenaour. Les amateurs de manga, de dessins animés, de culture pop étaient rassemblés le week-end dernier à l'occasion de la première édition du festival Wizard Furusato à Saint-Hilaire-de-Rayé. Près de 1000 visiteurs ont répondu présents pour découvrir la culture japonaise à travers différents ateliers, des conférences et des activités ludiques et éducatives pour tous les âges. Un reportage de Florian Wozniak. Bioman, Senseiya ou encore Sailor Moon, les héros des années 80 se sont tous réunis pour le festival Wizard Furusato, l'occasion de se replonger dans toute une époque. C'est un festival qui se veut familial, convivial, qui va nous parler également de la culture traditionnelle japonaise. On va parler de Récréa 2, Club Dorothée, Tefu, donc avec les Pokémon. Toutes les personnes qui ont 30, 40 ans, voire 50 ans, se rappelleront forcément de ces années jeunesse qu'on regardait à la télévision. Et s'il y a bien un héros que l'on ne peut pas louper dans les allées du festival, c'est bien le chevalier Goldorak qui fête ses 50 ans au Japon. Le chanteur de la version originale française de l'animé Enrique avait lui également fait le déplacement. À Saint-Hilaire et en Vendée d'une manière générale, je vis un peu une histoire d'amour. Parce que d'abord ce salon est très familial, c'est tout ce que j'aime. Et Goldorak, je l'ai chanté il y a 47 ans, vous vous rendez compte. On fête cette année les 50 ans et j'ai eu la chance de l'interpréter. Donc oui, tout le bonheur que j'ai, le plaisir de chanter ces génériques d'origine auprès maintenant des papas, des mamans, des papis, des mamies, des enfants. Cet événement est également l'occasion pour les artistes de se livrer sur leur travail. Nous, quand on a commencé à faire du manga, on était des enfants de Récréa 2 et Club Dorothée, donc c'est pour ça qu'on est là aussi. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu faire une synthèse de tout ce qu'on a appris étant très très jeune, ou que ce soit les influenceurs d'avant comme Michael Jackson ou les jeux vidéo comme Metal Gear Solid. Et de là, on a créé une synthèse qui est une sorte d'héritage philosophique pour rassembler les gens. Et à titre indicatif aussi, nous on intervient également dans les prisons pour mineurs, les hôpitaux pour enfants, les écoles. Donc voilà, on est aussi très engagés dans la culture et dans la vie. Et pour pérenniser cet esprit japonais, l'association Nintendo's a prévu d'ouvrir une salle geek et pop culture tous les mercredis, dès le 15 janvier. L'association Bolly Ciné œuvre pour démocratiser le cinéma indien, dont le genre le plus connu est le Bollywood et qui est peu présent dans les cinémas français. Elle a organisé donc samedi dernier une projection au Cinéville de La Roche-sur-Yon du film emblématique du genre Veer Zara, dont c'est les 20 ans de la sortie, à l'occasion de plonger les spectateurs dans l'univers bollywoodien. On avait le Taj Mahal qui a offert gracieusement donc les ladous, les pâtisseries indiennes et puis le thé indien. Donc on les remercie beaucoup pour ça. Et puis Kolam, une association qui est de Niort, qui depuis le début en fait vient présenter des danses parce que leur association aussi participe et d'ailleurs leur activité finance un pensionnat de jeunes filles en Inde du Sud. Donc c'est voilà de créer une dynamique aussi autour et puis de montrer que ce qu'est la culture indienne et de créer une espèce d'immersion, d'expérience immersive avec le film. Je trouvais de créer avec le ladou qu'on retrouve aussi dans le film. Enfin, c'était une manière de créer un événement vraiment particulier. Et un nouveau rendez-vous est déjà programmé par l'association Bollywood. Ce sera le 2 mars prochain avec la projection du film Game Changer. On se tourne vers votre météo de la matinée maintenant. La pluie est à nouveau au rendez-vous ce mardi avec des averses localisées dans les terres et bien plus soutenues sur le littoral. Les températures sont légèrement en baisse avec 4 degrés du côté de Montaigu et la Châtaigneraie, 5 à Fontenay-le-Comte et la Roche-sur-Yon, 7 degrés à Châlons, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer et 8 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. On parle maintenant du Vendée Globe. Voici le journal du Vendée Globe. Le journal du Vendée Globe du jour préparé par Alexandre Lenaour qui fait donc le point sur la course et sur le classement. En tête, c'est toujours serré entre Charlie Dalin et Johan Réchaud, mais derrière, les skippers tentent de s'arranger avec la météo, ce qui est loin d'être simple. Regardez. L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe.
Après un mois et demi dans le sud, la tête de course est de retour dans l'hémisphère nord. Premier à franchir l'équateur dimanche après-midi, Charlie Dalin a été imité un peu moins de 8 heures plus tard par Johan Richomme. Un franchissement qui marquait le retour dans le poteau noir, cette zone météorologique très instable que le skipper de Massif a laissé dans le rétroviseur à la mi-journée de ce lundi. Je pensais que c'était plus facile que ça encore. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Ça a été assez compliqué. Il y a un énorme amas nuageux d'orage qui s'est dressé, qui s'est construit hier en fin de journée, qui m'a un peu bloqué la route. On fera les comptes quand Johan sera sorti du pot pour voir vraiment de quelle distance on parle, qui s'en est mieux sorti. Derrière Sébastien Simon, 3e, grand chambardement dans le groupe des poursuivants. Pénalisé par la perte de son J2, Thomas Ruyant a vu son avance fondre comme neige au soleil. Autour de lui, 2 groupes se sont formés, un quatuor à l'ouest emmené par Jérémy Bayou, Sam Goodchild, Boris Herman et Justine Métro, et un duo à l'ouest composé de Paul Meillat et de Nicolas Lunven. 1200 milles plus loin, Damien Seguin et Romain Athanasio continuent eux de naviguer très proches. Tous les deux voient revenir en leur reste un certain Jean Lecam. Voilà, la météo elle est complètement délirante parce que nous devant on a du vent de nord, dessous Jean il a du vent de nord-ouest. En fait il va arriver au même point que nous au même moment parce que il va plus vite, il est plus haut. Enfin c'est n'importe quoi là la météo. Moi je rends mon tablier. De toute façon je pense que Jean je le connais pas bien mais je pense qu'il est gentil dans la vie, il est travailleur, il est toujours à son chantier. Bref il a tout un bon karma pour avoir les dieux avec lui en mer. Et j'ai l'impression que c'est le cas, voilà, donc c'est normal. Le Finistérien et doyen de cette 10e édition a d'ailleurs eu la belle surprise ces dernières heures d'être survolé par un avion et de pouvoir échanger avec sa pilote par VHF au large des Malouines. Et voilà, Marilou qui disparaît. Bon, là, on en aura des trucs à raconter. Plus en arrière de la flotte, Benjamin Ferré maintient son avance sur le groupe de 9 skippers en approche du Cap Horn. Pour éviter tout risque de casse, Violette d'Orange a, elle, décidé de ralentir afin de laisser passer le gros de la dépression installée à l'avant. En fait, dans la dépression, ils disent qu'il y a 40 nœuds, rafale jusqu'à 55. J'ai pris cette décision qui n'est pas facile parce que ça veut dire ralentir de quasiment 2 jours. Je ne sais pas trop ce que vont faire les autres. Je sais que Cali il ralentit aussi. Je préfère préserver mon bateau, pas tout aller casser et surtout préserver ma vie. Voilà. Au 58e jour de course, la bataille pour la victoire finale continue donc de battre son plein. Moins de 80 000 séparent désormais Charlie Dalin de Johan Richomme. Selon les dernières estimations, les 2 hommes devraient arriver au Sables d'Olonne dans un peu plus d'une semaine, entre le 14 et le 15 janvier. En deuxième partie de classement, après avoir ralenti pour laisser passer un gros coup de vent, Isabelle Yoshke sur MACSF puis Giancarlo Pedoté à bord de Prismian ont franchi le Cap Horn ce lundi. Derrière, le groupe de 9 marins emmené par Tanguy Le Turquet et fermé par Arnaud Boissière devrait atteindre le 3e et dernier grand cap du Vendée Globe en milieu de semaine. Après avoir franchi l'antiméridien ce week-end, Denis Van Winberg occupe toujours la position de lanterne rouge. A noter enfin qu'un mois après son abandon, Louis Burton et son IMOCA Bureau Vallée ont retrouvé la nuit dernière leur port d'attache à Saint-Malo. De son côté, Yannick Bestaven a lui repris la mer ce lundi matin hors course, avec pour objectif désormais de rallier les Sables d'Olonne. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons. Et au classement de ce matin, bien pas beaucoup de changements en ce qui concerne les 3 premiers. Toujours en tête, Charlie Dalin devant Johan Richomme et Sébastien Simon. Jérémy Bayou, lui, toujours en 4e place. Mais par contre, Sam Goodchild, le Britannique sur Vulnérable, est remonté en 5e position. Boris Herman, lui, remonte à la 6e place sur Malaysia Sea Explorer. Thomas Ruyant est désormais en 7e position. Justine Métro est toujours 8e, avec Teamwork Team Snef, donc première femme de la flotte. Paul Meillat 9e et Nicolas Lunven complète le top 10 en 10e place sur Holcim PRB. Concernant donc les arrivées, Charlie Dalin et Johan Richomme sont pour l'instant attendus du côté des Sables d'Olonne le 14 ou le 15 janvier prochain. Sébastien Simon, lui, devrait arriver entre le 16 et le 18 janvier. Vous pourrez bien sûr vivre l'arrivée des 3 premiers de ce Vendée Globe en direct sur TV Vendée. L'ensemble des équipes seront bien sûr mobilisées pour vous faire vivre l'arrivée des 3 premiers de
cette 10e édition du Vendée Globe. On continue avec le sport, mais avec une autre discipline cette fois-ci. On parle du sport automobile avec le Dakar, le rallye Dakar qui se déroule actuellement en Arabie Saoudite. Il y a plusieurs Vendéens qui y participent au sein de la team Bournezeau Rallye Aventure. On ira à leur rencontre régulièrement dans la matinale. Aujourd'hui, ils font le point avec nous sur leur début de Dakar. Bonjour et bienvenue sur le bivouac de Bichat en ce qui concerne le team Bournezeau Rallye Aventure. Au bout de 3 jours de course qui sont éprouvantes, en ce qui concerne l'équipage Tennessee Graze et Lucalon GP sur le véhicule Toyota 180. Ils sont actuellement classés 36e au classement général, belle performance pour eux. En ce qui concerne le véhicule moderne conduit par moi-même et copiloté par Anthony Drapeau, le Buggy, qui a beaucoup souffert. Nous avons cassé plusieurs pièces, nous avons passé une nuit dans le désert à attendre que ça se passe gentiment. Et nous sommes rentrés aujourd'hui sur le bivouac. Donc pour l'instant, nous avons de gros problèmes mécaniques qu'on va essayer de régler ce soir. Ensuite, pour nos amis Julien et Franck qui sont sur le Mitsubishi au fond, voilà, le Mitsubishi rouge, pour eux, ça se passe pas trop mal. Ils sont actuellement 70e du classement général du classement. Voilà. Écoutez, on vous donnera des nouvelles un peu plus bonnes prochainement. Allez, au revoir à tous. Et merci à la team Bournezeau Rallye Aventure pour cette petite vidéo. On retournera les voir ces prochains jours donc sur ce Dakar 2025 en Arabie Saoudite. On passe maintenant à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Backstage présentée par David Ovinet. Il reçoit aujourd'hui Jean-Louis Audebran, le responsable du célèbre cabaret vendéen de la Belle Entrée, et qui présente son nouveau spectacle. Quelle est l'histoire de ce spectacle Aventure? Est-ce qu'il y a un fil conducteur? Alors Aventure, pour une fois, j'allais dire, on n'a pas choisi, comme on l'avait fait sur les spectacles précédents, d'avoir une histoire proprement dite, avec des personnages qui évoluent dans l'histoire, qui font... Là, on est parti sur une vraie revue. Donc le thème, c'est l'aventure. Alors l'aventure, c'est tellement vaste comme thème, on peut y mettre tellement de choses. Évidemment que l'aventure, c'est le voyage, mais ça peut être aussi le voyage intérieur. C'est parfois une aventure que de s'auto-analyser, si je puis dire. On passe par toutes ces choses-là. On fait aussi part de ce que peut être l'aventure dans ce qu'elle a parfois d'un peu d'observation, notamment un tableau qu'on a fait sur le 6e continent de plastique, avec une prise de conscience que oui, l'aventure, on est en plein Vendée Globe, on sait que nos navigateurs vont rencontrer des espèces de choses flottantes qui ne sont pas forcément naturelles. Et nous, on a fait tout un tableau là-dessus. On a essayé de mettre l'aventure dans tout ce qu'elle avait de visuel, d'auditif. C'est très immersif. Il faut que les gens se sentent eux aussi dans cette aventure. C'est l'idée qu'on a eue au départ. C'est les plonger dans une aventure qu'on a créée pour eux. Et vous retrouvez donc ce numéro de Backstage aujourd'hui sur TV Vendée et tvvendée.fr. On passe maintenant au rappel des titres de l'actualité du jour. Nous avons fait ce matin le bilan de l'année 2024, mais d'un point de vue météo, une année marquée notamment par une pluviométrie exceptionnelle dans le département, avec des records de précipitations et un soleil peu présent. Et pour l'instant, 2025 semble prendre le même chemin. La semaine prochaine, les premiers skiports du Vendée Globe seront déjà de retour au Sable d'Olonne, où le village arrivé est en cours de montage. Il ouvrira ses portes donc la semaine prochaine, et ce jusqu'au 2 février. Et le public est impatient d'accueillir les concurrents de l'Everest des mers. Nous avons également fait le point, comme tous les matins, sur le classement de la course et sur l'actualité de ce Vendée Globe. Et pour finir, nous nous sommes rendus du côté de Saint-Hilaire de Rayé, qui accueillait le week-end dernier la première édition du festival Wizard Furusato, un festival dédié à la culture populaire japonaise. Près de 1000 personnes s'y sont
sont rendus. On fait un dernier point sur votre météo de la matinée maintenant, avec des averses présentes sur l'ensemble du territoire vendéen, averses plutôt localisées pour ce matin. Ce ne sera pas le cas dans l'après-midi où elles seront sur l'ensemble du département. Côté température, comptez 4 degrés du côté de Montaigu et la Châtaigneraie, 5 degrés à La Roche-sur-Yon et Fontenay-le-Comte, 7 degrés du côté de Chaland, Les Sables, La Tranche-sur-Mer et 8 degrés à L'Île-Dieu. On passe maintenant au jeu de la matinale. Et à gagner cette semaine dans le jeu 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. Voici la question de la semaine. Quelle duchesse a fait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise une abbaye royale? Je répète, quelle duchesse a fait de l'abbaye de Nieul-sur-Lotise une abbaye royale? Et voici l'indice du jour. Cette duchesse est la mère du célèbre Richard Cœur de Lion. Je répète l'indice. Cette duchesse est la mère du célèbre Richard Cœur de Lion. Vous retrouvez bien sûr la question de cette semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi, début d'après-midi pour participer et tenter donc de repartir avec vos 2 places pour le Cinéville de La Roche-sur-Yon. On arrive à la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Moi je vous retrouve demain. Très bonne journée sur TV Vendée.